Bonjour à tous. Donc maintenant, je vais vous parler, on n'est plus sur le repère de référence céleste, mais on va passer au repère de référence terrestre. Donc, l'ITRF, c'est le repère international de référence terrestre. C'est la référence actuelle pour le positionnement précis à la surface ou autour de la Terre. Il résulte d'une collaboration internationale et il est calculé par l'IGN au sein de l'équipe géodésie de l'IPGP. Donc pour calculer l'ITRF, on commence par définir un système de référence terrestre. Donc un système de référence terrestre, c'est un trièdre idéal en corotation avec la Terre et il est caractérisé par son origine, son échelle et son orientation. L'origine du système international de référence terrestre, c'est le centre des masses de la Terre. Son échelle, c'est le mètre et son orientation est conventionnelle. Mais elle est faite de sorte que l'axe Z soit proche de l'axe des pôles et que le plan X au Z corresponde au méridien de Greenwich. Ensuite, on peut calculer le repère international de référence terrestre. C'est la matérialisation de ce système par un jeu de coordonnées de stations géodésiques. Donc, ce sont des coordonnées qui sont exprimées au mieux dans le système et qui évoluent au cours du temps pour prendre en compte une partie des déformations de la Terre. Les stations géodésiques, ce sont les instruments d'observation des 4 techniques de géodésie spatiale. Donc, il y a 3 techniques satellitaires. Les systèmes de navigation mondiaux par satellite, dont vous connaissez principalement le GPS. Le système d'orbitographie DORIS. La télémétrie laser sur satellite. Et également la technique VLBI qui a déjà été présentée par David. Alors, lorsqu'on calcule l'ITRF, on ajuste des modèles cinématiques sur les séries temporelles des positions des stations des 4 techniques de géodésie spatiale afin d'exprimer des coordonnées dans un même repère. Lors du calcul de l'ITRF 2020, qui est la dernière réalisation de l'ITRF, les modèles cinématiques étaient composés de fonctions linéaires pour prendre en compte les déformations séculaires de la Terre, comme par exemple les mouvements des plaques tectoniques ou le rebond post-glaciaire. Il y a des discontinuités pour prendre en compte les changements abrupts dans les séries temporelles qui sont dus par exemple au séisme, mais aussi à des changements de matériel. Il y a des fonctions exponentielles et logarithmiques pour prendre en compte les déformations transitoires qui sont après les séismes, donc on appelle ça des déformations post-sismiques. Il y a des sinusoïdes annuels et semi-annuels pour prendre en compte les mouvements saisonniers qui sont principalement dus aux échanges de masse d'eau entre l'atmosphère, l'océan et l'hydrologie continentale. Lors du calcul de l'ITRF, on utilise également des contraintes de comouvement au niveau des sites de colocalisation pour faire le lien entre les différentes techniques. Un site de colocalisation, c'est un site comme celui de l'observatoire de Wetzel, où on a des stations des différentes techniques qui sont présentes au même endroit. Donc là, vous avez 3 stations VLBI, 2 stations SLR, une DORIS et au moins 2 stations GNSS. Et ce qui est intéressant sur ces sites, c'est que les stations sont censées observer les mêmes déformations du sol. On peut, sur ces sites, calculer par topométrie les vecteurs entre les stations, et c'est ce qu'on appelle des rattachements. Ces rattachements vont être utilisés au moment du calcul de l'ITRF, pour assurer que les positions des 4 techniques soient exprimées dans un seul et même repère. On va également appliquer des contraintes d'égalité de vitesse sur ces sites de colocalisation pour assurer que les vitesses soient exprimées dans un seul et même repère. Et de la même façon, on applique des contraintes de comouvement sur les signaux annuels et semi-annuels. Cependant, une partie des déformations de la surface de la Terre n'est pas prise en compte par les modèles déterministes les fonctions déterministes du modèle cinématique actuel de l'ITRF. Ces déformations que je vais appeler apériodiques, certaines études proposent de les prendre en compte en changeant de paradigme et en passant à un repère de référence terrestre sous forme de série temporelle, c'est-à-dire calculer un repère instantané, donc juste des positions, toutes les semaines ou tous les jours. Cela nécessite que les déplacements apériodiques des stations des différentes techniques puissent être exprimées dans un repère commun. Donc, comme on l'a fait pour les vitesses et pour les signaux saisonniers, il faut pouvoir appliquer des contraintes de comouvement
sur les mouvements apériodiques au niveau des sites de colocalisation de l'ITRF. Mais si on se place sur un site de colocalisation, par exemple ici, on a un site avec une station DORIS et une station GNSS. Les variations apériodiques qu'on va observer dans les séries temporelles de ces deux stations, elles sont composées à la fois d'un signal géophysique qui est censé être commun aux deux stations, mais aussi de bruit qui est propre à chaque technique. Et nous, si on veut ajouter les variations apériodiques dans le modèle de l'ITRF, c'est pour améliorer la modélisation de la Terre et pas pour ajouter dedans un mélange d'erreurs propre à chaque technique. Donc il est nécessaire qu'on puisse observer les mouvements apériodiques communs dans les séries temporelles des stations colocalisées. C'est cette question qu'on s'est posée pour cette étude. Est-ce qu'on peut détecter ces mouvements apériodiques communs malgré les erreurs propres à chaque technique? Pour répondre à cette question, on a travaillé sur les séries temporelles de position des stations issues des solutions fournies par les 4 techniques de jeudi spatial pour le calcul de l'ITRF 2014. Et on les a analysées dans le but d'évaluer la cohérence des mouvements apériodiques au niveau des sites de colocalisation. Ici, vous avez les séries temporelles des stations, uniquement la composante Est, sur le site d'Artebistok en Afrique du Sud, donc pour différentes stations de différentes techniques. Et vous pouvez voir que la dispersion des séries temporelles est très différente. On a des positions qui sont hebdomadaires, mais vous pouvez voir également qu'on a des trous dans nos séries temporelles. Et la période d'étude est de 1994 jusqu'à 2015, mais chaque station a sa propre période d'observation. La première étape, si on veut pouvoir étudier les variations apériodiques, c'est de les extraire des observations et donc de retirer les variations déterministes qui sont présentes dans ces observations. Pour cela, on met en place un modèle déterministe que l'on va ajuster sur les observations, puis retirer. On s'est basé tout d'abord sur les modèles déterministes de l'ITRF 2014, qui sont linéaires par morceau, et augmentés si besoin de modèles de déformation post-sismique. On a ensuite effectué une analyse spectrale pour compléter ces modèles et retirer des séries temporelles de position de station les signaux saisonniers et les erreurs propres à chaque technique, comme par exemple les erreurs draconétiques GPS, qui sont des erreurs qu'on observe dans les séries temporelles GNSS et qui sont liées à la géométrie de la constellation GPS. Donc pour cette analyse spectrale, on a utilisé une méthode qui s'appelle la méthode d'estimation d'harmonique par moindre carré, LSHE, qui permet de tester la significativité d'éventuels signaux périodiques dans une série temporelle. Vous avez ici les séries temporelles, les périodogrammes de LSHE cumulés sur toutes les stations et toutes les composantes pour chaque technique. Et donc, on a en ligne pointillée, je ne sais pas si vous arrivez bien à voir l'espérance de la LSHE si le modèle est adapté aux données. On a en ligne claire les périodogrammes de LSHE avant le retrait des signaux périodiques et on voit bien apparaître des pics pour les fréquences qui ont un fort signal dans nos séries temporelles. Et on a en foncé les périodogrammes de LSHE cumulés après avoir retiré des signaux périodiques pour chaque fréquence mise en évidence par un trait vertical. Ici, donc, je vous représente, une fois qu'on a retiré toutes les variations déterministes de nos séries temporelles, on obtient les séries temporelles résiduelles qui ne contiennent que les variations apériodiques que l'on cherche à étudier sur les sites de colocalisation de l'ITRF. Et donc, je vous les présente pour deux sites différents, donc le site de Ny-Ålesund au Svalbard et le site d'Artebistok en Afrique du Sud, toujours. C'est uniquement la composante verticale que je vous affiche ici. Et donc ici, sur le site d'Artebistok, on n'a rien de particulier, on n'observe rien de particulier. Mais sur le site de Ny-Ålesund, on voit clairement un signal entre les différentes séries temporelles des différentes stations. Pour quantifier numériquement la similarité entre ces signaux, on a calculé ce qu'on appelle le coefficient de concordance. Ça mesure quelle proportion de variance de deux séries temporelles peut être expliquée par un signal commun. Ce qu'on observe ici principalement, c'est
ce coefficient de concordance calculé pour chaque paire de techniques, donc ici GNSS VLBI, GNSS SLR et GNSS Doris présentes sur un site de colocalisation. Et ce qu'on observe, c'est que, en fait, ici on a très peu de signal commun, même pas du tout, sur la composante horizontale entre GNSS SLR et GNSS Doris. On a un petit peu de signal commun entre GNSS et VLBI, mais en fait, il semble qu'on puisse détecter du signal commun, principalement sur la composante verticale de nos stations. Et ce signal est relativement modeste. Donc il semblerait que la plupart des variations apériodiques qui sont présentes dans les séries temporelles des positions de stations puissent être expliquées par des erreurs spécifiques aux techniques et non par du signal géophysique. Et donc ça pose des questions sur la possibilité d'intégrer les mouvements apériodiques dans la représentation des coordonnées des stations de l'ITRF. Merci. Merci beaucoup. J'avais lu 2 minutes au lieu de... Non, j'ai lu 5 minutes. Oui, je suis désolée. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non. J'ai peut-être... Oui, vas-y, Franck. Je ne sais plus. D'abord, merci beaucoup, Maïs. Je peux repasser rapido ces diapos parce que je ne sais plus sur laquelle j'ai une question. Là, ouais. Non, la suivante. Là, il y a des pics de fréquence. Ces fréquences là-haut, en haut à droite, là, j'ai l'impression qu'il y a une fréquence, puis une fréquence, enfin une espèce d'harmonique, une répartition un peu, il y a une fréquence, puis une autre, puis l'écart avec la suivante un peu plus faible, et puis on fait de façon limite exponentielle, quoi. C'est pas un phénomène, ça? Si, ce sont des harmoniques justement d'un même signal. C'est ce que je cherchais. Ouais, exactement. Et ça s'explique par quoi? C'est la décomposition du signal. Donc en fait ici ce sont justement les signaux draconiques GPS dont je vous parlais. Ouais. Et on retrouve 8 harmoniques. Pardon. On retrouve 8 harmoniques du signal draconique GPS. C'est vraiment la décomposition du signal. Mais le truc, c'est que des pics, là, il y en a au même endroit sur les 4, donc il y a quand même des trucs en commun. Alors, exactement. En fait, ici, on a 2 pics. On en a un dû au signal GPS et un dû au signal saisonnier. Et c'est ce pic-là qu'on retrouve dans tous les... Donc, ici, ici et ici et ici. C'est le signal géophysique qui est dû aux échanges de masse d'eau entre l'atmosphère, les continents et l'hydrologie atmosphère, continent, océan. Et donc c'est logique qu'on le retrouve dans les séries temporelles et différentes techniques parce que ce n'est pas des erreurs propres à chaque technique, mais bien un signal géophysique. Et j'en ai une deuxième, elle est rapide. Tout au début, tu disais que tu intégrais les signaux, les signaux périodiques saisonniers, donc à l'année puis à la demi-année. Et la Lune, dans tout ça, ça ne fait pas un signal les marées mensuel, ouais? Oui, alors les marées ne sont pas prises en compte dans les modèles de l'ITRF, ils sont corrigés par des modèles recommandés par l'URS, c'est indépendant. Pardon, chaque utilisateur utilise les corrections qu'il veut après sur les positions de l'ITRF. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai peut-être une petite question. Dans le contexte des jumeaux numériques, pourquoi on a besoin de modèles ITRF précis, etc. Alors, pourquoi on a besoin de l'ITRF? En fait, l'ITRF a de nombreuses applications, que ce soit civiles comme scientifiques. Et l'application la plus exigeante en termes de précision de positionnement, c'est la détermination des orbites des satellites qui permettent d'observer la Terre. Donc, parmi ces satellites, par exemple, vous avez les satellites qui font de l'altimétrie, donc qui permettent d'évaluer l'évolution du niveau moyen des mers. Et donc, l'incertitude sur le niveau moyen des mers va dépendre de l'incertitude des orbites des satellites qui font cette mesure, et donc de l'incertitude du repère dans lequel est calculée ces orbites.